Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Et comme annoncé en début d'émission, le thème ce soir, c'est celui des small caps. Nous en parlons avec Cécile Aboulian, directrice Equity Capital Market d'Inextenso Financement et Marché. Bonsoir Cécile. Bonsoir. Ravi de vous retrouver pour parler de ce segment des petites capitalisations boursières que vous connaissez particulièrement bien. Le thème ce soir, c'est ce rattrapage qui se fait attendre. C'est plus que ça, même encore, parce que ça fait des années, notamment sur le marché français, que les small caps sont très en retard et se traitent même avec une décote contre une prime historique par rapport aux grandes capitalisations. C'est pas parce qu'il se passe rien aujourd'hui et que ce segment de marché est mort, entre guillemets, pour reprendre les termes qu'on employait dans le débat juste avant vous, Cécile. C'est pas pour ça qu'il faut pas en parler. Mais vous êtes d'accord sur l'idée qu'il n'y a pas le moindre début de commencement de signal d'un rattrapage de cette classe d'actifs ou de ce segment de marché aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, si on regarde les chiffres en termes de performance, le CAC Small, c'est plus 3%, le CAC 40, c'est plus 14%. Ouais. Donc aujourd'hui, non, il n'y a pas de rattrapage. Si on prend un peu de champ, on regarde sur 20 ans, par exemple, les Small surperforment. Elles font une croissance de 7% contre 4,5% pour le CAC 40. Mais c'est vrai que depuis 5 ans, elles sous-performent 4 fois sur 5. Pourtant, c'est des sociétés qui sont solides en termes de bilan, sont des sociétés qui sont solvables avec des gearing dette nette sur equity inférieur à 1, avec des ratios dette nette sur EBITDA inférieur à 3. Ce sont des sociétés qui ont plus de croissance que les larges, avec une croissance sur les 10 dernières années de 6% par an contre 1%. Néanmoins, et c'est normal, c'est dans leur modèle, ce sont des sociétés qui sont un peu moins rentables, avec une marge d'EBITDA de 16% contre 12% pour le CAC 40 par exemple, un peu moins de free cash flow généré également, et donc un peu moins de dividendes, parce que ce sont des sociétés qui doivent investir pour leur croissance. Ce qui fait que, à un moment où, depuis 5 ans, où il y a beaucoup de thématiques géopolitiques, macroéconomiques, l'inflation s'est mêlée à la géopolitique et puis les taux d'intérêt ont augmenté. Et c'est vrai que le manque de liquidité sur les small caps a amené un détour des investisseurs qui ont préféré des sociétés avec un petit peu moins de risques. Et ce manque de liquidité a alimenté un manque de liquidité parce qu'effectivement, quand on a 7 milliards de décollecte en 5 ans sur les small caps, ça veut dire des ventes de small caps et ça veut dire des performances moindres. Bien sûr. Néanmoins, j'ai envie de dire que sur 2023, il y a quand même des belles histoires sur les small caps. Il y a Pierre et Vacances, qui sait se transformer, qui a une performance de 60% depuis le début de l'année, qui a là amélioré sa guidance de chiffre d'affaires, d'EBITDA, de cash flow opérationnel. Et puis, c'est un segment intéressant parce qu'il y a beaucoup d'opérations. Il y a une OPA qui est lancée sur Villemorin, par exemple. Bien sûr. Voilà, Villemorin qui fait 40% de croissance depuis le début de l'année, dont l'actionnaire principal, Limagrain, a décidé de racheter les 30% environ restants, avec donc une prime d'environ 35% sur le dernier cours coté. Donc, il y a des choses sur Lizzie, par exemple. Juste sur Villemorin, Limagrain, ça m'intéresse beaucoup parce que je m'intéresse... Pourquoi est-ce qu'on sort un actif de la cote? Et c'est vrai que, alors à la fois c'est intéressant parce que vous dites ça crée une dynamique, il y a des opérations sur capital, etc. Ça entretient l'activité, on va dire, dans ce segment de marché. En même temps, quand j'écoute le discours de Limagrain, c'est de dire, non, notre business, il n'est pas fait pour la bourse. Le temps d'un semencier comme Villemorin, les problématiques, les défis auxquels une entreprise de semences dans l'industrie agricole doit faire face, et ces temps-là, ces défis-là ne sont pas les temps des marchés aujourd'hui. Oui, alors après, pareil, à mettre en perspective, ça fait 30 ans que Villemorin est coté. Et c'est une darling, ça a été une darling, Villemorin. Voilà, donc il a dû les relever pendant 30 ans. Et aujourd'hui, on peut aussi mettre peut-être ça en relation avec les difficultés après l'Ukraine, avec le niveau de valorisation de la société. Effectivement, il y a des... Non, mais on peut comprendre que c'est des secteurs qui sont en transformation peut-être profonde aussi, et effectivement, qui ont besoin d'un temps différent pour répondre à ces transformations. Effectivement, qui est celui de la recherche et développement. Il y a beaucoup d'innovations à faire chez les semenciers, comme pour les engrais. Ce sont des secteurs qui se rejoignent. Donc, ça peut se comprendre. Effectivement, c'est la raison qui est donnée, que le temps de cette société n'est plus celui de la bourse, et ça se ressent aussi sur le cours. Et vous dites, ça a été le temps des marchés a été le temps de Villemorin pendant 30 ans. Je vous ai interrompu, mais oui, sur les autres opérations,
opération, donc Lizzie, c'est ça, vous citiez Lizzie, qui a finalisé son offre publique de rachat, c'est-à-dire que la société se sert de sa trésorerie pour racheter des titres et les annuler, ce qui permet pour les actionnaires de trouver une fenêtre de sortie, parce que la prime, là, elle est intéressante, elle est autour de 25%, et pour ceux qui restent, de se reluer. Ça a permis, par exemple, pour Peugeot Invest de sortir, et puis pour les actionnaires restants de se reluer. Donc, c'est un segment de marché sur lequel il y a des opérations, sur lequel, pour 2023, il va y avoir de la croissance des BPA, des bénéfices par action, contrairement au CAC 40, pour lequel on attend zéro et même moins. Alors après, il n'est pas dit que ce soit encore révisé à la baisse, mais on a vraiment un gap d'attente entre les small et les large. Il y a quelques secteurs pour lesquels c'est un peu plus compliqué, l'énergie, mais pas plus que pour les larges, en réalité, et l'immobilier, mais pas plus que pour les larges. Donc voilà, il y a des choses intéressantes qui se passent sur ce compartiment. Mais c'est intéressant parce que ce qui caractérisait ce segment de marché des petites capitalisations boursières, ces caractéristiques, elles sont toujours là. Elles sont moins en vogue aujourd'hui auprès des investisseurs parce que pour des questions de liquidité, de limitation de l'exposition au risque, etc. Mais les forces fondamentales de ce segment de marché, elles sont toujours là. Même après 4 ou 5 ans de sous-performance. Elles sont toujours là. Ils ont comme on le disait tout à l'heure, des bilans sains, de la croissance, des marges tout à fait présentables et un niveau de valorisation qui est attractif. Ils ont un PE au niveau de 16 fois au lieu de 24 en historique. Donc il peut y avoir un regain. S'il y a un segment de marché, je dirais aujourd'hui, à regarder, c'est peut-être celui-ci. Oui, bon. L'environnement de marché étant ce qu'il est, effectivement, c'est pas ce qu'on regarde le plus aujourd'hui, mais il faut quand même avoir ça en tête. Sur les opérations et notamment les stratégies de croissance externe, la dynamique M&A de ce secteur, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui, Cécile ? Donc les sociétés cotées ont deux relais de croissance organique, croissance externe. On regarde ça chez Inextenso chaque mois sur les sociétés cotées. Et il s'avère que depuis le début 2023, c'est dans la continuité de 2022, c'est-à-dire un ralentissement en volume avec 136 opérations début 2022 et à comparer aux 42 opérations début 2023. D'accord. Mais quand même 42 opérations de M&A menées par des small cap françaises sur les 4 premiers mois de cette année 2023. Effectivement. Donc l'échantillon, c'est les sociétés cotées Euronext Paris, moins de 1 milliard de capitalisation boursière. D'accord. Et donc sur cet échantillon-là, ce qu'on peut retenir, c'est que les petites sociétés résistent mieux que les larges, sont encore un peu plus actives que les larges, sachant que le rapport, c'est de moins 70% pour les large caps et pour les capis de moins de 500 millions d'euros, moins 50%. Donc il y a un effet, c'est ce qu'on voit aussi sur le marché non coté, parce qu'on sort un panorama tout juste là sur les sociétés non cotées et leur activité en M&A. Et effectivement, les PME sont plutôt préservées. Ce qu'on observe aussi, c'est que les taux d'intérêt et tout est lié font que les banques prennent un peu plus de temps pour regarder les dossiers, sont plus exigeantes et pour donner un petit peu plus cher. Et en parallèle, les acquéreurs prennent plus de temps et se prémunissent aussi des risques en proposant des montages qui les dérisquent avec des compléments de prix peut-être plus systématiques, je comprends. avec des montages pas que en equity, mais aussi avec des obligations convertibles, avec des prises de participation majoritaires un peu plus fréquemment, peu plus fréquemment que les prises de participation à 100%. D'accord. Donc on met un pied et ensuite on pour voir, parce qu'effectivement l'environnement très légitime. Est un peu incertain. Donc on dérisque un peu ces deals à chaque fois. Exactement. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'en termes de valorisation, alors les sociétés cotées communiquent pas trop sur le niveau de valorisation, mais si on regarde l'indice Argos, on voit que sur les sociétés non cotées, parce que les sociétés cotées font des acquisitions de sociétés non cotées, donc c'est pas très éloigné. Peut-être qu'elles sont un peu plus plus grandes en taille, mais ça dépend. Donc néanmoins, la tendance est la même. C'est une légère peut-être inflexion des multiples. L'indice Argos indiquait 9,9 fois l'EBITDA sur la fin 2022. On ne doit pas... on reste dans cet ordre de grandeur aujourd'hui. Pour conclure sur un autre élément, Cécile, les deals qui sont menés, les opérations de croissance externe menées par les entreprises de petite taille cotées sur Euronext Paris, ce sont des deals aussi beaucoup plus
franco-français ou en tout cas centrés sur l'Europe. Ce sont des entreprises qui, se projettent moins en dehors de nos frontières et de notre marché ou français ou marché unique européen. Effectivement, ça c'est un point un peu nouveau sur le début de l'année 2023. On a 40% des deals qui sont opérés en France, ça c'est plutôt stable, mais également 40% en Europe. Et ça c'est bien plus que ce qu'on avait observé en 2022, où les opérations en Europe étaient plutôt de l'ordre de 25% en volume. C'est-à-dire qu'effectivement, l'Océanie, l'Afrique, l'Amérique du Sud sont des zones qu'on ne va pas explorer. Un peu moins exploré en 2023 et effectivement la thématique de la souveraineté européenne, de la logistique sont au cœur de la recherche de cibles aussi et il y a quelque chose qui a bougé à ce niveau-là effectivement depuis le début de l'année. Non, c'est intéressant parce qu'on voit c'est pas un gel complet de l'activité, hein. Ça continue mais de manière un peu différente, quoi. Ouais. Merci beaucoup Cécile, merci pour cet éclairage toujours très précieux sur ce segment de la cote que vous connaissez bien, les petites capitalisations boursières. On parlait de l'univers coté, mais vous avez une expertise également sur le non coté chez Inextenso Financement et Marché. Vous êtes directrice Equity Capital Market d'Inextenso Financement et Marché. Cécile Aboulian qui était avec nous, l'invitée du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Voilà pour cette édition. On se retrouve évidemment demain à 12h30 en direct sur Bismart.